Bonsoir chers téléspectateurs, merci de suivre les programmes de la télévision Africable. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau de questions et débats un grand monsieur, un philosophe, un journaliste, un écrivain, un as de la communication. Je vous nomme monsieur El Hadj Kassé. Bonsoir monsieur Kassé. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je salue toute l'équipe de Africable, qui est une chaîne que je connais très bien, pour avoir été là dès le début avec mon ami et frère Ismaël Sidibé, un entrepreneur de talent, généreux africain, qui a voulu justement, à travers cette chaîne, donner un filet de voix à l'Afrique. Je salue également les téléspectatrices et les téléspectateurs. À l'entame, je vous présente mes sincères condoléances suite au rappel de notre doyen Mame Less Camara, un grand journaliste. Il a été décrit comme un homme intègre, un homme qui a eu à respecter les éthiques et déontologies. Quel est votre commentaire? Oui, tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Je vous présente aussi à mon tour mes condoléances, parce que c'est toute la corporation des journalistes qui perd un homme de valeur. Il y a des morts dont on dit qu'elles sont le souvenir triste de la vie pour ceux qui auront vécu malheureusement sans poser des actes majeurs durant leur existence en faveur de leur pays, en faveur de leur corporation. Il y a également, dans le cas de Mame Less Camara, on peut dire que la mort est le souvenir glorieux de la vie, parce qu'ils ont écrit des pages de gloire, ils ont laissé des traces et des marques de gloire lors de leur passage dans la vie ici-bas. Et donc, par son action, par sa pensée, il nous a légué ce qu'on pourrait appeler une leçon du journalisme. Mame Less Camara était un professionnel éminent de l'information, parce qu'il maîtrisait parfaitement les règles d'écriture journalistique, les techniques de production de l'information. Mame Less Camara était chevillé à des principes et des valeurs éthiques et déontologiques. D'ailleurs, le chef de l'État lui a rendu un grand hommage. Oui, je pense que de l'avis de tout le monde, le chef de l'État, son Excellence le président Macky Sall, a posé un acte majeur en donnant le nom de la principale école de formation des journalistes à cet illustre journaliste qu'est Mame Less Camara. Il le mérite parce que d'abord, c'est comme je disais, un grand journaliste. Il le mérite parce qu'il fait l'unanimité sur les principes d'éthique et de déontologie. Il le mérite parce qu'il a élevé le niveau de pratique et de pensée très haut. Ça peut donc servir de leçon aux jeunes générations. Vous êtes journaliste de formation, vous avez été directeur du journal Soleil. Quel regard portez-vous sur la presse d'aujourd'hui? Bon, un regard forcément divisé, parce que dans toute chose, il faut être lucide dans le jugement. Dans le regard qu'on pose, il y a des journalistes talentueux qui animent des organes tout aussi perspicaces, compétents, utiles pour l'information du public. Et l'information du public participe du façonnement des esprits et des consciences, avec des informations vraies, avec des informations bien structurées, qui donnent une vision correcte de l'environnement, une vision correcte des actualités. Et ça, c'est un travail des journalistes. Et donc, il y a parfaitement des organes, des radios, des télévisions, des sites en ligne, des quotidiens ou des hebdomadaires qui font correctement leur travail. Il y a maintenant, comme dans toute profession, dans tout métier, ce qu'on peut appeler des brebis galeuses, c'est-à-dire des praticiens
qui sont dans la marge, en tout cas qui disqualifient tout ce qui est règles éthiques et déontologiques, qui se soucient très peu de la qualité de l'information qu'ils délivrent. Ça aussi, ça existe. Mais bon, il faut peut-être du tout pour faire au monde. Et c'est ce qu'on peut regretter, c'est qu'il y ait ça. Mais ce qu'on peut souhaiter, c'est que ceux qui sont dans cette marge-là, dans cette dynamique très peu honorable, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils viennent dans des dynamiques beaucoup plus honorables. Pour rester dans le même sillage, vous avez noté avec nous ces temps-ci les nombreuses arrestations de journalistes pour divers motifs allant de diffamation ou d'opinion. Ne pensez-vous pas qu'il y a eu un recul démocratique et une restriction des libertés? Non, attention. Moi, je n'ai pas encore entendu de délit d'opinion. Je n'ai pas entendu de délit d'opinion. Vous savez, on peut choisir d'être journaliste. On s'en tient aux faits. On peut faire des commentaires qui sont tout à fait libres. Personne, à mon niveau de connaissance, n'a été interpellé par la justice pour avoir dit son opinion. En revanche, si vous accusez quelqu'un d'un fait qu'il n'a pas commis, que vous soyez journaliste ou non, cette personne-là a parfaitement le droit de vous traîner devant les tribunaux. Vous pouvez être journaliste, politicien, entrepreneur, citoyen, quelconque, etc. Donc il faut distinguer, à mon avis, les faits des opinions. Ensuite, on peut choisir d'être un journaliste militant. Moi, personnellement, j'ai été journaliste militant dans ma jeunesse. J'avais peut-être autour de 17 ans, 18 ans. J'écrivais des articles révolutionnaires contre le pouvoir, etc. Mais ça, c'est différent de la journaliste que vous êtes. Vous, votre journalisme se veut objectif. Moi, le journalisme que je faisais quand j'étais jeune, militant révolutionnaire, c'était un journalisme orienté. Et donc, si on me prend dans ces conditions-là, la corporation des journalistes ne va pas manifester. Pour la bonne et simple raison que j'étais journaliste militant. Ici aussi au Sénégal, il y a de plus en plus de journalistes militants. Et un journaliste qui donne de fausses informations est puni par le code de la presse et par le code pénal. Donc de ce point de vue-là, il faut savoir raison garder. Il faut savoir raison garder. Je pense qu'il faut aussi, et ça fait partie de l'éthique et de la déontologie, si on choisit d'être journaliste militant, on l'assume, avec toutes les conséquences possibles. C'est-à-dire, c'est les conflits avec le pouvoir, c'est les arrestations, c'est etc., etc. C'est ça. Ceux qui choisissent d'être des journalistes, tout court, professionnels, ça aussi c'est un choix qui implique beaucoup plus de rigueur et beaucoup plus de maîtrise des règles et des techniques de production de l'information. C'est ça mon avis. Mais il n'y a pas de prisonniers, il n'y a pas ensuite, on ne peut pas dire plusieurs. Aujourd'hui, il y a 2 journalistes qui ont maille à partir avec la justice. Ce n'est pas plusieurs journalistes. Mais il n'y a pas un seul journaliste qui soit arrêté pour délit d'opinion ou liberté d'expression. Vous êtes un très proche collaborateur du chef de l'État et vous entendez des critiques sur la gestion des affaires des pays Covid-19, Prodac et j'en passe. N'est-ce pas une tâche sur le bilan pourtant appréciable du président Macky Sall? Oh, vous savez, d'abord, il faut se féliciter du fait que les corps de contrôle qui agissent quand même sous l'autorité du président de la République soient mobilisés pour faire la lumière sur la gestion des fonds Covid. Il faut s'en féliciter. Parce que le président pouvait ne pas donner mission à ces corps de contrôle d'aller fouiller dans la gestion des fonds Covid. Premièrement. Deuxièmement, ces magistrats distingués ont produit un rapport. Mais vous savez, dans ces genres de situations, le rapport, il est soumis à la contradiction.
ce qui est constaté et ce que les mis en cause peuvent apporter comme élément d'information. Aujourd'hui, ce dossier est pendant devant la justice. Il faut s'en féliciter aussi. Dans tous les pays, il y a des problèmes de gouvernance. Dans tous les pays. Mais l'essentiel, c'est la volonté des autorités et des plus hautes autorités de faire la lumière sur des actes qui sont posés, d'en tirer les leçons, parce que le contrôle n'a pas comme mission de réprimer ou d'envoyer des gens en prison. Le contrôle, c'est pour voir comment les fonds ont été gérés et s'il y a des fautes, de voir les différentes possibilités de réparation. Certains vont être envoyés à la chambre de discipline financière, je crois que ça s'appelle comme ça. D'autres vont être envoyés ailleurs, etc., pour réparer le préjudice subi par les finances publiques, qui sont le bien de tout le monde. Voilà. Et donc c'est ce qui a été fait. Il y a des compatriotes qui ont été convoqués et qui sont innocents jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'il y a une présomption de non-culpabilité, une présomption d'innocence, n'est-ce pas, qui est quand même garantie dans un état de droit. Et donc, attendons que la justice revienne, nous fasse la lumière sur ces cas-là. Maintenant, nous devons tous, que ce soit ici, ailleurs, dans tous ces pays dits très développés, il y a des problèmes de gouvernance. L'essentiel, c'est qu'on se batte pour améliorer chaque jour la gouvernance et que toutes les ressources destinées aux populations arrivent exactement, effectivement, aux populations. Les Sénégalais font pression sur le président afin qu'il se prononce sur son éventuelle candidature. Au cas où cette troisième candidature serait proposée, comment comptez-vous convaincre les Sénégalais sur ce qu'ils s'apparentent à un wah-wahet, c'est-à-dire c'est des dires? Non, écoutez, je pense qu'il y a des bruits, des rumeurs sur lesquelles, en toute responsabilité, on ne doit pas se prononcer. Le président, personne ne l'a entendu dire qu'il est candidat ou qu'il n'est pas candidat. C'est le fameux ni oui ni non, qu'il répète depuis, je pense, 2019 ou 2020. Il dit aussi, je donne rendez-vous à mes partisans, à ma coalition et au peuple sénégalais. Mais ayons la patience d'attendre. Sinon, on est dans un débat qui relève plus de la rumeur que de la réalité. Demain, si le président se prononce, mais le débat sera beaucoup plus objectif, beaucoup plus pertinent. Mais ici, on est dans des si. On est dans des si. Et je ne crois pas que, en toute responsabilité, on puisse véritablement avoir un débat fécond pour le peuple sénégalais. Quand il se prononcera, le débat va être posé. Et en ce moment, ça va être intéressant que chacun défende sa position. Je le dis parce que chez nous, la Constitution n'empêche personne d'être candidat. C'est-à-dire de soumettre sa candidature au Conseil constitutionnel. Personne. Il n'y a rien dans la Constitution qui empêche Madame X, Monsieur X, quel que soit son âge, quelle que soit sa nationalité, sa fonction, d'être candidat, de proposer sa candidature. Maintenant, le Conseil constitutionnel reçoit les candidatures et regarde les critères. Mais si tu remplis toutes les conditions pour être effectivement candidat, ils vont valider ta candidature. Si tu ne remplis pas toutes les conditions, ils te disent, écoutez, monsieur ou madame, vous ne remplissez pas toutes les conditions, donc votre candidature n'est pas validée. C'est toujours comme ça que ça s'est passé et c'est toujours comme ça que ça doit se passer pour la paix et la stabilité dans ce pays-là.
Parlons de votre coalition Benno Bokk Yakaar qui traverse une zone de turbulence. Avec le retrait d'Idrissa Seck, ne craignez-vous pas d'autres défections? Non. Vous savez, nous fonctionnons selon le principe de la liberté d'action et de pensée. Idrissa Seck a répondu à l'appel du président de la République parce qu'on faisait face à une situation très difficile pour le monde entier. C'était avec le Covid. Alors, à l'approche de la présidentielle, Idrissa Seck a pensé devoir prendre ses responsabilités pour se présenter à cette élection-là. Et en accord avec le président de la République, on a procédé, à mon avis, à une rupture à l'amiable. Parce que vous n'avez pas besoin de clasher, vous n'avez pas besoin d'être coléreux, mais pour vous séparer. Pourquoi? Parce que vous étiez unis. Ensuite, dans ce pays-là, il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a que des Sénégalais qui peuvent être des adversaires, mais jamais des ennemis. Et dès que vous introduisez la notion d'ennemi dans le champ politique, vous basculez vers la violence. Parce que dire que tel ou tel est mon ennemi, ça veut dire que je ne peux exister qu'en l'éliminant. Et on n'en est pas là. La politique, c'est la pacification des rapports entre les gens. La démocratie, c'est l'organisation des conditions pour cette pacification-là. Donc, M. Seck a tout à fait la liberté de prendre en charge et d'assumer son destin. Benno Bokk Yakaar continue son chemin sous le leadership du président Macky Sall, qui a dit que l'essentiel, c'est que notre coalition, d'abord, elle reste majoritaire et elle reste unie et elle ira, à mon avis, unie à la prochaine élection présidentielle. Et Inch'Allah, nous avons aujourd'hui tous les atouts pour remporter haut la main cette présidentielle et continuer l'œuvre de construction nationale, de développement économique, social et culturel de notre pays. Vous êtes très souvent au Mali, un pays frère où vous comptez d'ailleurs beaucoup d'amis. Pensez-vous que les autorités de la transition sont à même de résister aux assauts des djihadistes? C'est très difficile de répondre à votre question, sinon sous la forme d'une prière. Je prie de tout mon cœur que le Mali retrouve son intégrité, que le Mali retrouve la paix, que le Mali retrouve l'harmonie, que le Mali retrouve le Mali. Moi, on aurait dit que je suis le plus sénégalais des Maliens, parce que je porte ce pays dans mon cœur. Comme vous avez dit, j'ai eu des amis depuis très longtemps au Mali. Nous étions de jeunes élèves et étudiants avec nos camarades maliens ici à Dakar. Et nous nous battions pour la liberté lorsque le régime militaire avait imposé un ordre avec lequel nous n'étions pas d'accord. Nous nous sommes battus solidairement avec nos camarades maliens. On était tous de jeunes élèves et de jeunes étudiants. Jusqu'à la révolution de 1991, mars 91. Et moi, depuis mars 91, je vais dans ce pays-là. Et donc, c'est une prière. Je ne peux pas répondre à votre question parce qu'il y a des réalités que je ne maîtrise pas. Donc, c'est une prière. La prière, c'est que le Mali retrouve le Mali. Retrouve le grand Mali, qui est un pays de grande civilisation, un pays d'une culture exceptionnelle, avec des traditions qui sont encore là et qui permettent justement à chaque Malien de savoir qu'il est malien. Je prie le bon Dieu que ça s'arrête
et que véritablement le Mali retrouve le Mali. Monsieur le ministre, nous sommes au terme de l'émission. Vous avez quelque chose à dire à l'endroit de nos téléspectateurs? Ce que je veux dire, c'est simplement que notre sous-région traverse une période très difficile. Nous sommes où nous faisons face à des extrémismes au sein de nos pays et nous devons redoubler de vigilance, être lucide, savoir qu'en fin de compte, la déstabilisation d'un de nos pays empêche le progrès économique et démocratique, mais également met en péril les autres pays. Parce que ce qui se passe, nous ne pouvons pas être indifférents à ce qui se passe au Mali. Le Mali ne peut pas être indifférent à ce qui se passe au Togo, au Sénégal, en Gambie, etc. Donc nous devons savoir qu'il y a un destin qui nous unit. Le président Macky Sall, quand il allait à la conquête du pouvoir, avait dit que nous devons gérer un espace qu'il assimilait à du craton, c'est-à-dire un espace robuste, pas au plan géologique, mais au plan diplomatique. C'est une très belle métaphore. Prions également Dieu que ce craton soit une réalité pour que notre sous-région se concentre sur des tâches de développement économique, social et culturel au profit de ses enfants. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation. La chaîne panafricaine vous remercie de votre disponibilité. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre émission Ces questions à débattre. Je vous donne rendez-vous prochainement avec notre invité. Merci et bonsoir.